Cette vidéo est sponsorisée par des livres à prix libre. Print at Home est une boutique qui vous permet de télécharger des livres à prix libre, ça veut dire que vous pouvez payer la somme que vous voulez. La particularité, c'est que ces livres sont prévus pour être imprimés à la maison et assemblés à la main. C'est porté par PVH Éditions, un éditeur indépendant. Une initiative que j'ai trouvée intéressante et qui mérite d'être mise en avant. Pour l'instant, il y a 2 romans disponibles. Printers de Plume, qui se passe dans un futur dystopique, cyberpunk dominé par la publicité et où la vie privée n'existe plus. Nelio, un spécialiste dans l'impression 3D, rencontre Eva, une hackeuse. Et tous deux, aidés par un riche mécène, vont développer des printers, une technologie qui pourrait changer la société. L'auteur de ce livre est Lionel Dricot, connu sous le pseudo Plume, maître de conférences à l'école polytechnique de Louvain, mais aussi une figure connue de l'univers du logiciel libre. L'autre livre est Ceux qui changent de Aquilegia Nox, l'histoire d'un changelin, une personne qui peut changer de forme et qui fait partie de la Plume Noire, une mystérieuse guilde de voleurs. Print at Home met en avant le côté do-it-yourself pour construire ses propres livres divisés en feuillets. La mise en page est prévue pour être imprimée avec une imprimante classique. Bien sûr, un tuto est fourni qui explique comment faire. Des livres sont ajoutés régulièrement, notamment avec bientôt 2 romans et une tétralogie de science-fiction. Et pour ceux qui sont intéressés mais qui ne veulent pas assembler eux-mêmes leurs propres livres, il y a toujours la possibilité d'acheter sur la boutique de PVH Éditions au format e-pub ou physique classique. Si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens en commentaire épinglés et en description. Robert Goddard est peut-être connu par certains d'entre vous car c'est l'inventeur du premier moteur de fusée à ergol liquide, et un des premiers à avoir construit des fusées. Mais il a eu d'autres idées, dont une qui décrit dans une nouvelle parue en 1906 nommée « Le Paris à grande vitesse ». Dans cette courte histoire, il présente une idée de déplacement à grande vitesse, voyageant à 3600 km/h dans un tube, la vitesse étant atteinte via la sustentation électromagnétique et le vide dans le tube, ce qui permet de supprimer les frottements. Un siècle plus tard, le milliardaire Elon Musk présente un concept étonnamment similaire, l'hyperloop. Depuis 2013, l'idée d'Elon a fait le tour de la planète et a vu naître des startups plus ou moins ambitieuses pour tenter de rendre concret cette idée qui ne date pas d'hier. Et vous allez voir avec ce que je vais vous montrer que les projets d'Hyperloop à côté sont plutôt modestes. L'Hyperloop fait partie de la famille des VAC-trains, raccourci de vacuum train qui veut dire train sous vide. On a déjà parlé des trains ou tramways atmosphériques et air comprimé dans une autre vidéo. En fait, au début, on comptait utiliser le vide pour créer le mouvement. C'est d'ailleurs ce qui a été fait dans les premières machines à vapeur, mais n'allons pas aussi loin. On pourrait parler du tramway atmosphérique de Brunel en 1846, ou du métro poussé comme un piston dans un tunnel par de l'air comprimé à New York en 1870. Mais on reste très éloigné de l'objectif de vitesse et de distance des vague-trains imaginés plus tard. Au début du XXe siècle, avec l'accélération de la mondialisation, les modes de transport continuent d'évoluer. Les trains vont de plus en plus vite, la voiture se développe, et l'aviation naissante a mené au développement de notions d'aérodynamisme. On commence à comprendre les contraintes d'écoulement des flux et les frottements qui vont avec. Il ne faut donc pas longtemps pour qu'une idée toute simple naisse. Si l'air est un problème à cause des frottements, pourquoi ne pas le supprimer? Un tube dans lequel on fait le vide permettrait d'atteindre des vitesses considérables. Restait le souci des frottements des roues. Les rails opposent moins de résistance que les pneumatiques, mais tant qu'à faire, il faudrait supprimer tous les frottements. Bien que ça soit Émile Bachelet, en 1912, qui déposa le brevet et mit au point une maquette de train à sustentation magnétique qui atteignit les 800 km/h, Goddard émit l'idée d'un tel dispositif en 1906, avec sa nouvelle « Le Paris à grande vitesse ». Mais il est allé au-delà de la fiction, car il envisagea sérieusement un tel système de voyage. Après sa mort, sa femme réussit à obtenir en 1950 un brevet au nom de son mari, qui décrit le Vacuum Tube Transportation System. Mais avec la course à la vitesse pour les déplacements, notamment via l'aviation qui se développe, l'idée de Goddard sera ressortie régulièrement au cours du XXe siècle, avec des variantes plus ou moins délirantes, innovantes, utopiques, un petit peu de tout ça. Commençons par Boris Weinberg. Dans les années 1910, ce professeur de physique à l'Institut technologique de Tomsk imagine un moyen de transport d'un confort douteux, on va dire. L'idée est de bâtir des lignes de transport sous la forme de tubes qu'on aurait mis sous vide. Des capsules seraient maintenues en lévitation dans les tubes via des aimants répartis tout le tour. L'accélération se ferait avec des aimants alimentés progressivement le long du trajet. Sauf que le tube ne fait que 1 mètre de diamètre. C'est pas beaucoup, hein.
Alors autant vous dire qu'avec ce mode de voyage, l'art du pipi préventif est indispensable avant de partir. Car les passagers voyageraient allongés dans des capsules individuelles. Comme une balle dans le canon d'un fusil, explique Weinberg. Les voyageurs s'allongeraient dedans, puis en gare on ferait partir les balles les unes après les autres. C'est rassurant, surtout avec une vitesse de pointe à 800 km/h, sans aucun moyen de faire ralentir la capsule, sauf à des endroits précis pour arriver en station. Quant à la possibilité d'évacuer en cas de problème, on va dire que c'est une fonctionnalité superflue. On avance de 50 ans. En 1966, à l'Institut Polytechnique de Rensselaer, à Troy, dans l'État de New York, un certain Joseph Foa coucha sur papier la description du tube flight. J'ai hésité à le mettre dans la vidéo car ce n'est pas un vague train. C'est un train enfermé dans un tube, mais ce tube n'est pas sous vide. Le vide permet de limiter les frottements quand on va à grande vitesse. Il permet aussi d'éviter de se retrouver à pousser un volume d'air avec la capsule comme une seringue géante. Mais il y a vide et vide. Créer une pression inférieure à la pression atmosphérique est facile, il suffit d'utiliser un aspirateur. Mais plus on veut enlever d'air, plus ça devient difficile. Les pompes à vide mécaniques, capables de créer le vide dans un tube de plusieurs centaines de kilomètres de long, peuvent descendre à des pressions aux alentours de 100 pascal, soit l'équivalent de la pression atmosphérique à 30 km d'altitude. Descendre en dessous est possible, mais ça devient de plus en plus compliqué, et donc plus cher. Mais le vide est aussi très dangereux. En cas d'accident, la capsule peut se dépressuriser. Une rupture du vide trop importante dans le tunnel peut créer un front d'air qui viendrait frapper les capsules de plein fouet. En plus, le vide empêche de pouvoir évacuer les passagers en cas de problème, et rend toute opération de maintenance très difficile. Certains projets ont envisagé une repressurisation d'urgence du tunnel, sauf que derrière, il faut compter des heures, voire des jours, pour revenir à la pression normale. Joseph Foa, de son côté, a étudié la possibilité de se déplacer à grande vitesse, tout en s'affranchissant du vide avec le tube flight. Il faut voir ce mode de déplacement comme un avion coincé dans un tube. En utilisant l'effet de sol qui permet de créer un coussin d'air, on peut tirer profit de l'air dans le tube pour maintenir le train au centre. Pour ça, le tube flight utilise 3 ailerons placés le long du fuselage, avec à l'arrière une énorme hélice pour la propulsion aux alentours des 500 km/h. Joseph testa plusieurs maquettes avec des formes différentes de véhicules, mais malheureusement, ce n'est pas allé plus loin. En 1972, Robert Salter publie une description du Very High Speed Transit System, ou VHST. Comment dire? C'est ambitieux, on va dire. La proposition est simple. Une rampe d'accélération à 1 G constant, puis une décélération à 1 G constant. Pas de voyage à vitesse constante, c'est pour les faibles, on n'a pas le temps. Les performances de ce mode de déplacement? À Los Angeles-New York en 21 minutes. Oui, 21 minutes pour traverser les États-Unis, alors qu'en avion, il faut actuellement 6 heures. L'argument de Salter repose sur la complémentarité. Les VHST, c'est pas uniquement du transport de passagers, mais aussi de marchandises et d'informations. C'est aussi un transport fonctionnant en permanence. Les tunnels étant sous terre, pas de nuisance sonore, pas de dépendance à la météo, la possibilité de faire passer des tonnes de matériaux à 3 heures du matin sans troubler la quiétude de la campagne américaine. Enfin, Salter avance une idée assez intéressante, c'est la récupération d'énergie. Le VHST est à sustentation magnétique, donc il lévite, sans toucher les parois du tube, via des champs magnétiques qui se repoussent. Mais il est aussi à propulsion magnétique via des moteurs linéaires. Il y a plusieurs technologies. Une d'entre elles serait d'utiliser des bobines fixées sur la capsule, qui seraient placées juste au-dessus d'une piste faite avec un métal conducteur, comme de l'aluminium. Quand on alimente une bobine, comme ce rouleau de cuivre, avec un courant variable au-dessus d'un bloc de métal conducteur, voici ce qu'il se passe. Avec ce phénomène, il est facile d'imaginer plusieurs bobines placées sous une capsule qu'on alimente alternativement pour utiliser ce phénomène de répulsion qui permet l'accélération de la capsule. En plus, ce système peut servir de frein magnétique, qui convertit l'énergie cinétique de la capsule en électricité. Ainsi, on peut théoriquement récupérer l'énergie cinétique des capsules en les ralentissant à l'arrivée, puis réinjecter cette énergie dans l'accélération d'autres capsules au départ. Bien sûr, le rendement de ce système serait inférieur à 100%, car il y a toujours des pertes, donc n'y voyez pas là un quelconque mouvement perpétuel. C'est plus un moyen de réduire la consommation énergétique. L'idée de Robert Salter et de beaucoup d'autres projets de vague-train à sustentation magnétique, c'est d'utiliser ces fameux moteurs linéaires. Je garde l'idée de côté pour faire une vidéo sur ces moteurs un jour. Sauf que Robert, lui, ne fait pas dans la demi-mesure, voulant atteindre des vitesses similaires à celles dans l'espace. Dans une autre présentation qu'il publie en 1978, où cette fois il parle du Transplanetary Subway System, un métro transplanétaire. Rien que ça. Il envisage plusieurs vitesses atteignables. Dans le cas le plus rapide, une capsule pourrait atteindre plus de 20 000 km/h. La vitesse au sol de la station internationale est en moyenne de 27 000 km/h. Pour une capsule de 100 personnes lancée à 20 000 km/h, l'énergie cinétique en cas d'impact contre la paroi serait équivalente à une explosion de 55 tonnes de TNT.
Il y a un autre problème, qui est d'ailleurs encore un des principaux soucis des projets d'Hyperloop et des transports terrestres à grande vitesse, les accélérations latérales. Dans un virage, l'effet centrifuge a tendance à pousser les passagers à l'extérieur de la courbe. Plus la vitesse est importante, plus l'effet est prononcé. On peut limiter les désagréments pour les passagers en inclinant les capsules dans les virages, comme les trains pendulaires. Mais cette méthode a ses limites aussi. Dans un virage trop serré, les contraintes sur la structure seraient beaucoup trop importantes. Le seul moyen de réduire le phénomène en maintenant la vitesse, c'est d'augmenter le rayon du virage. Et c'est là que ça coince. Le VHST demanderait des rayons de courbure très grands, de plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres. Rien que pour l'Hyperloop, présenté par Elon Musk, à 1200 km/h, on parlait d'un rayon de 40 km. Ce qui rend quasi impossible l'installation du VHST au-dessus du sol. Il faut construire tout le réseau dans des tunnels. Un tunnel de la longueur des États-Unis. Ça va demander un petit budget quand même. Il y en a même qui envisageaient d'utiliser des tunneliers nucléaires. En 1997, le brevet US 5950-5431A est publié. Il présente un système de déplacement rapide nommé Evacuated Tube Transport Technology, plus simplement appelé ET3. L'entreprise ne propose pas moins que le voyage spatial sur Terre. On retrouve le système de lévitation magnétique pour les capsules, accéléré avec des longs moteurs linéaires. Des impulsions qui mènent à une vitesse allant de 600 km/h pour les trajets locaux à 6500 km/h pour les voyages internationaux. Et c'est sur ce point précis que ET3 se différencie avec les autres projets. Le VHST voulait relier deux côtes états-uniennes, un petit trajet pour ET3 qui propose ni plus ni moins qu'une route principale faisant le tour du monde en passant par le détroit de Bering. Avec ce système, n'importe quelle grande ville serait joignable en 4 heures maximum. Il serait possible de transporter des tonnes de marchandises et jusqu'à 2 600 000 personnes par heure. Ça représenterait un énorme gain pour l'humanité et on pourrait faire... Alors, déjà, fais un prototype sur, disons, 10 km, fiable et pas cher, qui fonctionne. Ensuite, construis une vraie ligne commerciale rentable, un truc qui fonctionne vraiment, pas juste un machin qui fait 10 mètres de long. Ensuite, réussis à négocier avec la Russie pour créer une ligne de transport rapide américaine sur leur territoire, puis avec la Chine, et là, éventuellement, on pourra discuter de trimballer des millions de personnes à plus de 6000 km/h, ok ? Mais les années 90 sont fécondes en matière de vague-train, car un autre projet voit le jour en 1992, et pour une fois, ça se passe en Europe, chez nos voisins suisses. Le Swiss Metro. Comme son nom l'indique, c'est un réseau souterrain qui relie les principales villes suisses. Un projet bien plus modeste que les deux précédents, vitesse maximale de 500 km/h et des distances beaucoup plus faibles. Pour son fonctionnement, c'est un mix de technologies qu'on a déjà vu. Sustentation électromagnétique avec des moteurs linéaires. En revanche, avec la géographie du pays, difficile de faire passer des tubes à la surface. Le Swiss Metro est donc un réseau complètement souterrain pour prendre des virages pas trop serrés. Swiss Metro est plus modeste et surtout beaucoup plus réaliste que les précédents. C'est peut-être pour ça et aussi le fait que le réseau ferré du pays soit sous pression, que la Confédération suisse a injecté de l'argent public dans le projet et des études de faisabilité ont été faites. Il a même été envisagé d'étendre dans un second temps le réseau à l'échelle européenne. Mais bien qu'il y ait des fervents défenseurs du Swiss Metro, il est ressorti que la mise en place d'un tel réseau coûterait beaucoup trop cher pour un résultat incertain. En Europe, il y a déjà des lignes à grande vitesse, et sur des courtes distances de 100 km, le vague-train, bien que plus rapide que le TGV, ne permet que de gagner quelques minutes. Les vague-trains, y compris l'Hyperloop, sont très souvent présentés dans le contexte américain. Or, la géographie des États-Unis et les modes de transport diffèrent beaucoup avec l'Europe. Par exemple, les États-Unis n'ont pas de ligne de train à grande vitesse. Et c'est justement en envisageant de construire une ligne à grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco que Elon Musk a redéterré le vague-train pour créer l'Hyperloop. L'Hyperloop, tel qu'il a été conçu à la base par ce brave Elon, est prévu pour des accélérations maximales de 0,5 G et une vitesse de 1200 km/h. Les capsules évoluent dans un tube à basse pression avec soit une lévitation magnétique, soit un système d'air comprimé injecté entre la paroi et la capsule à des points précis. La propulsion est hybride avec des moteurs linéaires et de l'air comprimé. La particularité avec les autres projets que nous avons vus, c'est ce système de compresseur à l'avant de la capsule. C'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans un réacteur d'avion. À plus de 1000 km/h, même avec seulement 100 pascal de pression dans le tube, il reste un faible volume d'air qui pose problème. L'espace entre la capsule et la paroi du tube n'est pas suffisant pour faire écouler l'air restant. À cet endroit, le flux d'air accélère localement jusqu'à atteindre une vitesse quasi supersonique. Dans ces conditions, on atteint ce qu'on appelle la limite de Kantrowitz. Des perturbations font que le flux d'air n'arrive plus à passer de l'avant vers l'arrière, et la capsule se retrouve à pousser le volume d'air devant elle comme un piston dans une seringue. Pour éviter ce phénomène, il faut soit ralentir, soit aller extrêmement vite.
On peut aussi agrandir la taille du tube pour avoir plus d'espace entre la capsule et la paroi, ce qui coûte malheureusement très cher. Mais on peut aussi utiliser un compresseur placé à l'avant de la capsule pour aspirer l'air, la refroidir pour lui faire perdre de l'énergie et la rejeter en arrière. Cette limite de Kantrowitz n'a pas été prise en compte par les projets précédents qui voulaient se déplacer largement au-dessus de la vitesse du son. Or, c'est un problème fondamental qui demande à être résolu. Outre les nombreux problèmes techniques à résoudre, l'Hyperloop est présenté à un prix très réduit. Et cela se fait au détriment du confort des passagers. Pour que le prix de l'Hyperloop soit extrêmement faible, les passagers se retrouvent avec des sensations de montagne russe dans des pods étroits, des accélérations très violentes et des virages serrés. Et ce genre de compromis ignore d'autres contraintes, comme l'accès aux personnes à mobilité réduite ou des personnes qui ne supporteraient pas les accélérations. Vous voulez partir en voyage avec papy? Eh ben ça se fera pas avec l'Hyperloop. Toutefois, l'Hyperloop Alpha proposé par Elon Musk en 2013 n'est qu'une note d'intention finalement. Le projet a été ensuite proposé en open source pour que n'importe quelle entreprise puisse travailler dessus, et depuis, beaucoup de startups se sont lancées. On remarquera d'ailleurs que les choix techniques du modèle original n'ont pas toujours été suivis, au point que l'on peut se demander parfois si ces projets peuvent être qualifiés d'Hyperloop. La grande vitesse, c'est génial, mais c'est aussi très dangereux, comme on l'a vu. Les projets sont souvent moins ambitieux que l'Hyperloop original. En général, ils sont moins rapides et surtout plus chers. Par contre, certains améliorent le confort, ce qui est pas plus mal. Aussi, on voit que les projets visent un voyage de type première classe pour l'homme d'affaires qui aurait besoin de passer rapidement de la gare à l'aéroport. On n'est pas prêt de voir le RER se faire remplacer par des hyperloops, et il y a peu de chances pour que ce mode de transport change le quotidien de la population. Actuellement, à part des maquettes et des morceaux très courts, on attend toujours un vrai démonstrateur pour avoir une idée du bénéfice technologique. Quand on aura atteint ce stade, si un jour on l'atteint, quand on aura de véritables démonstrateurs de plusieurs kilomètres capables de transporter un certain nombre de passagers, on pourra déjà faire le tri entre la réalité et les effets d'annonce, pour commencer à avoir une idée de ce qui peut réellement se faire. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, l'Hyper Vacuum Tube Crypto Intelligent Connected System. Un projet qui prévoit des tubes dans l'océan fixés avec des câbles au fond marin. D'une vitesse de 10 000 km/h en pointe dans des tubes sous vide, il pourrait transporter jusqu'à 1 million de personnes par heure entre les pays. Pour limiter le coût d'achat ou de location des terrains, la ligne serait principalement en eau internationale. Des taxis drones volants autonomes feraient le trajet de la côte à la gare, qui serait une île artificielle en zone internationale. Ces gares seraient de véritables paradis fiscaux avec la possibilité d'y domicilier son entreprise ou d'utiliser des casinos. La monnaie locale sera une crypto-monnaie et les billets de transport sur la blockchain. L'intelligence artificielle sera utilisée pour guider les capsules qui seraient connectées à l'internet des objets dans la blockchain du vote en ligne par satellite. Écologiquement, on utiliserait l'énergie des vagues et la géothermie. Et certaines gares seraient aussi des pâtières de fusées pour voyager. Ça me fait toujours ça quand je fais des recherches sur ce genre de trucs. Allez, salut, amis bidouilleuses et bidouilleurs.